Et voilà, de belles images du fameux Yom Hebron organisé par l'association Israel is Forever, en présence bien évidemment de Nili Naouri aujourd'hui. Bonjour Nili. Bonjour Cathy. Alors comment je vous présente? Vous avez quel titre? Je ne sais pas si on se vous voit, si on se tutoie, parce que dans la vie on se tutoie, donc on va faire comme dans la vie. Oui, on peut largement. Je suis coordinatrice de l'association. Ok, alors voilà. Le Yom Hebron, ça ne date pas d'hier. Non. C'est vraiment... C'est une institution. C'est ça, ça fait plus de 30 ans que ça existe. C'est ça. C'était pas encore sous la bannière Israel Forever, puisque c'est une association qui n'a que 2 ans d'existence. Mais pourtant, est-ce qu'on peut savoir comment tout ça a commencé? Eh bien, ça a été une initiative prise par Jacques Hupfer, mon père, qui était président du Hérault de France et du Likoud de France. Et donc, effectivement, ça fait depuis 30 ans que chaque année, les Juifs de France viennent soutenir les pionniers de Hebron. Pourquoi il a commencé à... Alors, ça a commencé... par une prise de contact avec Shalom Var, qui était à l'époque le maire de Kiryat Arba. Et ils avaient besoin de fonds pour construire une crèche à Kiryat Arba. Et donc, le Hérault de France a fait une collecte et donc a aidé à construire cette crèche, qui d'ailleurs porte le nom aujourd'hui du père de mon père, qui s'appelle Bet Dov. Et qui est le symbole même du rassemblement des exilés, puisque on peut y voir aujourd'hui des petites têtes blondes qui viennent de Russie, des petites têtes plus foncées qui viennent d'Éthiopie. On peut voir aussi des Bnei Ménaché, parce qu'il y a une grande communauté de Bnei Ménaché qui sont venus. Bref, quand on va là-bas, c'est Kibbutz Galouyat dans toute sa splendeur. Ok, donc ça a commencé comme ça. Hein. Et puis après... attends, parce qu'entre financer une crèche et organiser un tel défilé, il y a quand même une marge. Les Juifs de France qui avaient aidé à cette collecte voulaient voir donc ils sont venus avec lui. Voilà, comment allait être construite la crèche. Donc il y a eu la première pierre qui a été posée en présence justement déjà de quelques centaines de Juifs de France. Et puis après, l'habitude a été prise et on a pris contact après avec le Rav Bleicher de la Yeshiva Shavei Hebron. Et là-bas aussi, le Rav Bleicher avait commencé avec 15 étudiants. Il avait prédit qu'il serait plus de 400 dans peu de temps. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Et là-bas, des fonds avaient été demandés par le Rav Bleicher et Aaron Domp, dit Dompa, qui était à l'époque le secrétaire du conseil régional, du conseil municipal de Hebron Kiryat Arba. Et ils avaient pris contact avec eux parce qu'il fallait construire justement un étage supplémentaire sur le Bet Romano, qui abritait donc la Yeshiva Shavei Hebron. Et pour ce faire, il fallait d'abord vérifier si les fondations étaient assez solides. Et donc, du coup, ils ont demandé de l'argent pour cela. Donc, de nouveau, une collecte par le Likoud de France. Donc, qui ça, a permis c'était de faire ces fondations. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que quand ils ont creusé, ils se sont rendus compte que c'était pas les fondations qui les attendaient, mais tout un étage qui était enseveli sous terre. Et d'ailleurs, avec une inscription en hébreu qui est la preuve que ce bâtiment date de 1875 et donc c'était une maison juive depuis tout ce temps-là. Et donc, on était aussi plusieurs centaines à revenir l'été d'après pour regarder donc le nouvel travaux, étage, pour vérifier. voilà, et pour cimenter les nouvelles briques qui allaient construire le deuxième étage. Donc, c'était aussi un événement fabuleux. Et puis voilà, donc ça a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, donc chaque année, c'est plusieurs centaines de Juifs de France et d'Olim aussi, d'ici, qui défilent dans les rues de Hebron. C'est vrai qu'à l'époque, c'était assez novateur parce que les gens n'allaient pas à Hebron. Les Français n'allaient pas à Hebron. Non, il y avait la visite obligatoire au Kotel, mais la visite obligatoire au caveau des patriarches, il n'y avait pas. Et c'est vrai que c'est quand même le berceau essentiel, de notre histoire. Le berceau de notre histoire. Quand on vient pèleriner, il faut revenir chez les grands-parents. Et donc, c'est un passage obligatoire Hebron. Alors, avant de détailler cette journée un peu exceptionnelle, on va bien dire ça comme ça, et puis ce rendez-vous, on va dire, de tous les touristes, parce que c'est vrai que voilà, on voit des photos derrière toi, on se rend compte que vraiment c'est un rendez-vous de plus en plus marqué dans les agendas des Haussiens.
il y a beaucoup de choses qui se passent à Hebron, et c'est ça aussi qui nous intéresse, notamment des gens qui vendent leur maison, donc des Arabes, des Palestiniens qui vendent leur maison à des Juifs. C'est pas toujours simple pour eux, pour nous non plus. Comment ça s'organise? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont menacés? Pas? Est-ce que... Justement, ces pionniers qui rachètent les maisons des mains ennemies et qui replantent le drapeau d'Israël sur les maisons juives de Hebron, ces héros, on va aussi les voir pendant cette journée. Et on est justement en contact en particulier avec certains et surtout certaines, puisque c'est surtout des femmes qui tiennent ces maisons. Il y a en fait une association... C'est ça, il y a une association qui rachète des maisons légalement, entre guillemets, je ne sais pas comment tu veux prononcer. Même pas, mais qui sont entre les mains des Arabes, en tout cas. Voilà. Qui les rachètent. Qui les rachètent, et c'est pas facile, effectivement. Légalement. Tout à fait légalement. Ça se fait, mais vu qu'il y a une fatwa qui est déclarée contre tout Arabe qui vend une maison à un Juif, donc du coup, ça se fait par l'intermédiaire d'hommes de paille, et ça se fait bien entendu à un prix qui est très fort, mais bien entendu en toute légalité, avec un contrat de vente. Le problème, c'est que... Tout le monde est au courant. Les Arabes vendeurs sont au courant. Ah oui, tout le monde est au courant. Au niveau de la transaction, tout le monde est au courant, sauf que celui qui vend veut absolument garder l'anonymat. L'anonymat, pourquoi? Pour protéger sa vie? Oui, tout à fait. Et il se sauve après la vente? Alors, avec le montant qu'il a, c'est le but, en fait. Mais il y en a qui se croient plus malins que d'autres et ils pensent qu'ils vont pouvoir échapper à leur sort. C'est pas le cas, de celui, par exemple, qui a vendu le Beth Marpella et qui aujourd'hui croupit dans une cellule de prison de l'autorité palestinienne parce qu'il n'est pas parti à temps. D'accord. Alors que les Israéliens mettent vraiment tous les moyens pour le faire partir. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, ces maisons-là, alors, par exemple, prenons ce cas-là, Beth Marpella, aujourd'hui, ça appartient à qui? Le Beth Marpella a été acheté donc légalement par cette association et des Juifs donc l'ont investi il y a plus d'1 an, et d'ailleurs on les avait aidés, Israelis Forever les avait aidés, même financièrement, ils avaient des problèmes très basiques, comme par exemple de l'eau. Ils n'avaient pas des bidons d'eau pour avoir l'eau courante. Pour se laver, ils avaient pour boire. Gros problème d'hygiène. Il faut savoir que les bâtiments qui sont rachetés sont des bâtiments qui sont désaffectés complètement. Donc ils vivent dans des conditions... Il n'y a pas de dans des conditions du tout, quoi. Rudimentaires. Pas de sol, c'est du sable, c'est quoi? Ah oui, certaines salles sont sans sol. Il y a des chambres où il n'y a pas de porte. Vous avez les tuyaux d'eau qui frôlent les tuyaux d'électricité au plafond, et on se demande par quel miracle ça tient. Donc il faut tout réinstaller petit à petit. Donc c'est pas évident. Et donc on les avait aidés entre autres pour avoir des bidons d'eau sur leur toit. Mais par exemple, le Beth Marpella, au bout d'un certain nombre de négociations face au gouvernement israélien, ils ont été forcés de partir parce que, de manière incompréhensible, l'État demande à ce qu'il y ait d'abord l'enregistrement du titre de propriété au nom de l'association dans les registres. Il n'y a pas de tabou là-bas, il n'y a pas de cadastre, mais il y a aussi des registres qui sont tenus. Donc, ils veulent qu'il y ait l'enregistrement avant qu'il y ait prise de possession. Or, aujourd'hui, par exemple à Jérusalem ou à Tel Aviv ou à Netanya, lorsqu'on achète un appartement, cela prend un certain nombre de temps avant d'être enregistré. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une fois que toute la contrepartie est payée, l'acheteur ne peut pas rentrer dans son appartement. C'est le cas. Et ça peut prendre après 2-3 mois pour l'enregistrement. En Judée-Samarie, l'enregistrement est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Et pourtant, l'État a mis cette condition qu'il y ait l'enregistrement avant. Donc, ça a été le cas, par exemple, du Beth Shalom, qui avait été acheté il y a 11 ans de cela. Des Juifs avaient investi l'endroit. Ils en avaient été expulsés par l'État en attendant l'enregistrement. Il y a eu des litiges juridiques qui ont pris plus de 7 ans. Le Beth Shalom, c'est un grand bâtiment qui est situé au carrefour entre Kiryat Arba et Hebron, qui fait le lien entre les deux villes, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Alors si, maintenant c'est le cas, puisque finalement, au bout de 7 ans de mensonges et de litiges juridiques où la Cour a essayé de marcher dans le jeu des Arabes
en pensant effectivement que la transaction n'avait pas été légale. Finalement, ils ont bien été obligés de reconnaître que la transaction était tout à fait normale et que donc les Juifs étaient les véritables propriétaires. Il faut comprendre aussi que les Arabes qui vendent le font sans contrainte. Ils vendent parce qu'ils veulent récupérer de l'argent. Voilà. Mais c'est important de le signaler. Alors, donc au Beth Marpella, juste pour terminer, donc le Beth Marpella a été évacué à Pessar. Et donc ces familles qui étaient dans cette maison sont rentrées maintenant au Beth Léa et au Beth Rachel, qui sont 2 autres maisons qui ont été achetées également, qui sont juste à côté du caveau des patriarches, de la Me'arat Marpella. Et maintenant, donc, ils y habitent. Alors, il faut comprendre que ces habitants sont surtout des habitantes, des mères de famille avec leurs enfants, des familles nombreuses en général, parce que les hommes travaillent, elles restent toute la journée sur place. Vous les connaissez, bien évidemment. Oui. Vous allez passer peut-être même devant leur maison. On va passer. Ils nous attendent impatiemment. Ok. Qu'est-ce que ça leur fait quand ils vous voient débarquer comme ça ? L'année dernière, donc... ils venaient d'installer les fameux bidons d'eau sur leur toit et donc ils nous attendaient avec grande impatience pour remercier toute cette foule qui les avait aidés. Et ils nous ont raconté à quel point l'émotion les avait étranglés lorsque, depuis le toit, ils avaient vu cette masse bleue et blanche arriver, parce qu'il faut s'imaginer 1000 personnes brandissant des drapeaux d'Israël et qui arrivent petit à petit comme ça vers la Me'arat Marpella. Et ils nous ont dit que c'était une vision extraordinaire et voilà, que le drapeau bleu-blanc refleurissait dans Hebron, c'était une vision magnifique. Donc ils sont très, très heureux de nous avoir à leur côté, et ils nous attendent aussi, puisque le défilé passera cette année devant le Beth Léa et le Beth Rachel, pour aussi les soutenir. Ok, alors cette année, comme toutes les autres années, il y a un programme bien établi. Donc vous allez visiter les sites historiques, vous allez aller faire une petite visite, bien sûr, aux étudiants de la Yeshivat Shavei Hebron. Vous allez défiler avec les drapeaux. On va tout détailler, bien sûr. Vous allez aller forcément au caveau des patriarches prier. Il y aura aussi de la musique, déjeuner sur l'herbe, des politiques. C'est devenu un rendez-vous très chic. Incontournable. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, on a cette année beaucoup de VIP chez les Israéliens, puisque d'abord on a plusieurs députés qui ont répondu présents pour défiler avec nous. Donc c'est Sharen Haskel, Bezalel Smotrich, Shuli Moalem, Ayoub Kara, Oren Chazan, qui viendront défiler avec nous. Et puis des gens principalement du Likoud, du Bet Ayodi. Oui, forcément. D'accord. Du camp national, voilà, du camp qui sait que Hebron est la base de tout et qu'il faut qu'on reste et qu'on manifeste notre souveraineté et notre droit sur place. Alors il y a même une députée Likoud, ce que tu m'as raconté tout à l'heure, en arrivant, qui se rend à Hebron tous les mois pour que le tombeau d'Yitzhak soit ouvert. Exact. Donc, il faut savoir que depuis maintenant de nombreuses années, malheureusement, la salle de Yitzhak est fermée aux Juifs, à part 10 jours dans l'année, 10 jours de fête. Mais par contre, lorsque un ministre ou un député se rend sur place, le Waqf a l'obligation de lui ouvrir la porte. Et donc, Sharen Haskel... donc, il lui ouvre la porte, et puis j'imagine qu'il y a des gens qui rentrent avec elle. Voilà, donc une fois par mois, elle se rend sur place, accompagnée d'une dizaine de personnes, et on a eu la chance de l'accompagner une fois cette année d'ailleurs, pour ouvrir exprès le tombeau de Yitzhak. Voilà. Donc elle sera là avec nous aussi. Ok, alors combien de personnes vous attendez cette année ? Comme d'habitude, on attend 1000 personnes. Ça y est, maintenant, on s'est habitué à ce chiffre. C'est 20 autobus qui défilent dans la ville. L'année dernière, on a fait vraiment le premier bouchon de l'histoire de Hebron, je pense. Donc, c'est phénoménal de voir cette c'est des gens cette qui caravane viennent de tout Israël, vraiment ? De bus. Ah oui, on a de Tel Aviv, Jérusalem, Natania, Ranana, Herzliya, Ashdod, Ashkelon. Cette année, on a Netivot, Elat, qui est prêt à se lever à 4h du matin pour venir aussi, très motivé. Donc possible qu'on dépasse même. Et en tout cas, oui, c'est toujours on peut venir une foule énorme. Ou pas ? On peut venir seul ? Venir seul à Hebron tout au long de l'année, ça, tout à fait. Dans le cadre de cette journée, on peut ou pas ? Non, c'est trop compliqué. Il y a trop de bus, trop de circulation. C'est trop compliqué à gérer. Déconseillé de venir seul. Donc, comment on fait pour s'inscrire, prendre le bus ? Est-ce que c'est gratuit ou pas ?
Gratuit avec tout ce programme. On a un déjeuner, Bassari, on a un sandwich aussi le matin, on a non, c'est pas gratuit, un programme, on a combien? Une partie musicale, on a un concert aussi. D'abord, dans les politiques, on a oublié les deux principaux, nos deux hôtes d'honneur, qui sont Miri Regev, la ministre de la Culture et des Sports, et qui a un discours qui est tout à fait adéquat au sionisme français, et Nir Barkat, le maire de Jérusalem. Donc pour tout ce programme, le transport, le repas, etc., ça coûte 150 shekels, 130 shekels pour les enfants et aussi pour les membres d'Israelis Forever. Et donc on peut s'inscrire sur le site qui est www.yomchevron.com. Et il y a un numéro de téléphone aussi d'une centrale téléphonique, 02 94 10 100. C'est une ville quand même qui est extraordinaire, vu que, elle n'a pas connu le développement qu'a connu le reste du pays. Dieu merci, le développement du pays, on ne va pas s'en plaindre. Mais là-bas, on n'a pas... on pourrait... ne pas être étonné de voir Avraham Avinu qui vient au loin. C'est-à-dire, on a encore des paysages bibliques à Hebron. C'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que c'est resté tel quel. Et donc, on sait que là, vraiment, on retourne aux sources. Alors, vous allez justement visiter quand même le quartier d'Avraham Avinu, j'imagine. Bien sûr. Alors, comment on visite quand on est 1000 personnes? Comment c'est possible? On est divisé par groupe, 150 groupes, 150 à peu près par des petits par groupes, 150 personnes par groupe. C'est petit pour Israelis Forever. Et donc, tous les bénévoles d'Israelis Forever, nous sommes aussi guides à Hebron. Et donc, on amène tous ces juifs apprendre l'histoire de Hebron, parce que l'histoire de Hebron, c'est l'histoire du peuple juif, et c'est l'histoire d'Eretz Israël. Et à travers tous les peuples qui ont essayé de nous conquérir, on a notre accès à la Meharat HaMarpela et à la ville. On voit quel a été le développement, donc entre autres l'interdiction pendant 700 ans de monter plus qu'à la 7e marche de la Meharat HaMarpela, et en 1967 comment finalement on a pu libérer Hebron, lendemain de la libération de Jérusalem par le Rav Goren d'ailleurs. La ville a été libérée sans un seul coup de feu. Les Arabes avaient entendu qu'elle avait été l'exploit des soldats à Jérusalem, et donc ils avaient brandi le drapeau blanc direct. Et donc vous racontez tout ça à tous ces gens cette histoire. On raconte entendu le pogrom de 1929 qui a été un pogrom terrible. Donc on passe au Beth Hadassah qui a été le centre de tout ce pogrom, et on va aussi visiter le cimetière qui a aussi une histoire depuis donc c'est pas qu'un défilé, on comprend que ce n'est pas qu'un défilé, il y a vraiment du sens oui, bien dans sûr. Tout ça. Non, c'est comprendre notre histoire, comprendre notre passé. C'est exactement ça en fait, Hebron, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on est là. Et comme le disait Menachem Begin, nous sommes là par la force du droit et non pas par le droit de la force. C'est comprendre quel est notre droit sur Eretz Israël. Ça commence à Hebron. C'est tout notre passé, l'histoire des patriarches, elle s'est passée là-bas. La Meharat HaMarpela, elle a été achetée par Avraham Avinu. Et donc, c'est comprendre notre histoire, toutes les difficultés de s'installer dans cette ville, mais aussi la libération, et donc maintenant aujourd'hui notre souveraineté retrouvée. Alors, les personnalités dont vous avez parlé, les hommes politiques, sont quand même assez scotchés, on va dire ça comme ça, par ce sionisme à la française. Exact. Et ils sont de plus en plus nombreux à venir vous soutenir. C'est quand même assez étonnant, parce que après tout, c'est un petit mouvement par rapport à leur soutien. Petit mais costaud. Voilà, apparemment ça leur plaît. Ils voient quelque chose de spécial chez vous. Oui, c'est tout le but de notre association en fin de compte, c'est de raviver le sionisme en Israël. C'est vrai que pour un juif qui est né en Israël, voilà, il peut pas se rendre compte de la chance qu'il a de vivre dans un pays indépendant et de vivre en tant que souverain. Nous, on sait ce que ça veut dire de vivre en tant qu'étranger, en terre étrangère, de devoir être dépendant du bon vouloir du gouvernement, d'un gouvernement étranger, d'une police étrangère qui est censée nous protéger. Et bon, on n'a pas vécu les heures les plus terribles de l'histoire, mais nos ancêtres l'ont connu.
Et il est important d'apporter justement ce sionisme qui porte toute l'histoire. Apparemment, ça leur plaît, quoi. Oui, ça leur plaît parce que c'est un sionisme qui est pur, un sionisme qui est sans concession. Désintéressé. Exactement. Okay. Un amour inconditionnel pour Israël. Et d'ailleurs, voilà. c'est normal, Israël is forever. Exactement. Voilà, ça porte bien son nom. En tout cas, j'espère que vous avez donné envie à ceux qui ne connaissent pas peut-être encore la ville de Hebron, qui avaient peut-être peur aussi. Il y a des gens qui ont peur d'aller à Hebron. Là, c'est le cadre idéal pour ceux pour qui c'est la première fois. Qu'il y a l'armée, qu'il y a bien sûr, c'est en coordination avec l'armée, c'est des bus blindés. Bien entendu, on est entouré. Il n'y a jamais eu d'incident. Il n'y a jamais eu d'incident. Non, c'est même frustrant à la limite parce que on est là-bas, on voit même pas un seul arabe. On nous dit qu'il y a des arabes à Hebron, nous on n'en a jamais vu un seul. Il y en a beaucoup quand même. En tout cas, écoutez, on vous souhaite de faire le plein Yom Hebron mardi 14 août 2018. Il y a les liens sous la vidéo si vous avez envie de vous inscrire. Merci Nelly d'être venue. Merci Cathy. Et à bientôt.